Vous m'entendez ou pas là? Vous m'entendez les jeunes? Ok. Bon, j'ai dû confondre comment, deux présentations parce que j'avais compris que c'était apporté au second semestre. Donc j'ai dû confondre avec la vague junior. Je m'en excuse, ça explique le retard. Euh, alors, si je veux vous partager un truc, ta-ta-da. Comment je fais pour partager du contenu? Voilà, partager du contenu. Tac, tac. Alors, toujours pareil, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez le- la diapo ou pas? Oui? Ok. Bon, alors, l'objectif là, c'est que je vous explique un petit peu ce que sont les vétérinaires sapeurs-pompiers, sachant que on est sur un forum des métiers et qu'en fait, on peut considérer que être pompier, c'est effectivement une passion, ça c'est clair. C'est pas encore un métier au sens où sur l'ensemble des vétérinaires sapeurs-pompiers en France actuellement, il n'y en a que trois qui sont des salariés plein temps. Les autres ont des statuts soit de sapeurs-pompiers volontaires, soit de réservistes activés dans les structures militaires. C'est le cas par exemple pour les pompiers de Paris. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que sont d'abord ces vétérinaires sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est une simple anecdote ou est-ce que c'est quelque chose qui est bien développé en France? Bah, concrètement, aujourd'hui, on est 325 vétérinaires sapeurs-pompiers. Alors, je dis on parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 30 ans en ce qui me concerne que je suis vétérinaire-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Activité que je vais d'ailleurs bientôt arrêter euh, pour des raisons qui sont à la fois des raisons d'âge, hein, parce qu'on finit par s'user au niveau intervention, mais également des raisons de désaccord avec mon état-major. Et ça, on pourra en discuter éventuellement. De temps en temps, il faut être ferme sur les prix et ça concerne nos chiens de détection Covid. Donc, j'ai décidé d'être ferme sur les prix. Bref, 325 vétérinaires sapeurs-pompiers en France. Vous voyez que la répartition géographique, elle est très, très variable. Il y a des départements comme région parisienne, où vous le voyez, le nord, certains départements de l'Est, la région Rhône-Alpes, où il y a 5 vétérinaires et plus par département, ce qui permet d'assurer effectivement une garde opérationnelle 24/24, et puis la zone massif central un petit peu qui est défavorisée avec généralement un seul veto ou pas de veto. Donc c'est pas encore tous les départements sont pas encore dotés. Et au niveau intervention, c'est-à-dire au niveau opérationnel, ça concerne en fait deux types majeurs d'interventions. Ce sont les interventions animalières d'une part et les interventions à caractère biologique. Alors s'ajoute à ça, j'y reviendrai, pour ceux des vétérinaires qui sont diplômés conseillers techniques, cynotechniques, euh, le volet intervention faisant appel à des chiens de recherche de personnes ensevelies ou égarées. Et puis également, ce qui se produit assez souvent en région parisienne, enfin dans les grandes agglomérations et un peu moins ailleurs, les interventions de type toxi-infection alimentaire collective, où l'expérience montre que c'est bien utile d'avoir des vétos. Donc au total, en intervention animalière et à caractère biologique, l'an dernier, il y en a eu un petit peu moins de 50 000 en France, et il y en a 3 000 dans lesquels les vétérinaires sapeurs-pompiers se sont directement impliqués ou ont pris en compte l'intervention. Je prendrai souvent l'exemple des pompiers de Paris parce que c'est celui que je connais le mieux, mais on a, nous, un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il y a 4 vétos-pompiers actuellement à Paris, dont 2 sont basés sur Alfort. Il y en avait 3, mais Joaquin Cabrera a arrêté. Donc il reste Alice Barbarino et moi-même, mais moi je me mets en retrait.
Et puis en dehors de ça, 2 autres qui sont sur l'extérieur et un vétérinaire d'active qui vient de rejoindre les rangs. Et les rôles là-dedans sont des rôles à la fois opérationnels, donc présence sur intervention, prise en compte des interventions, des rôles de formation, des rôles de contrôle et également des rôles de recherche. Alors c'est plus du développement que de la recherche, hein, vous en doutez, parce que les structures sapeurs-pompiers ne sont pas des instituts de recherche. Mais bon, ça touche à des domaines assez variés qui vont de la cynotechnie opérationnelle à la gestion de ce qui est risque biologique. On pourra détailler ça aussi. Tout ce qui est sécurité alimentaire, aussi bien pour les pompiers eux-mêmes que pour la participation à des interventions de type toxi-infection alimentaire collective. Puis bien sûr, tout ce qui est risque animalier. Alors, si on regarde le secteur pompier de Paris, c'est un secteur qui est grand, hein, c'est 6 500 000 habitants qui sont défendus. C'est 2 500 000 salariés qui rentrent sur ce secteur tous les jours. C'est 60 millions de tourisme, de touristes, c'est toutes les institutions françaises et c'est 1 500 000 habitants. S'ajoute à ça deux autres secteurs qui sont défendus par les pompiers de Paris. Kourou, notre base de lancement des fusées Ariane, et puis Biscarrosse, le centre d'essai des Landes, de tout ce qui est missiles divers et variés, et puis également nos seuls puits de pétrole qui sont sur Biscarrosse, avec un secteur qui est vraiment original et intéressant, parce que Paris est un gruyère. C'est bourré de trous, de tunnels, de choses diverses et variées qui font que régulièrement, il y a des immeubles qui s'effondrent sans qu'on comprenne pourquoi, et puis des problèmes de risques biologiques qui émergent aussi. Voilà, alors revenons-en à nos vétérinaires sapeurs-pompiers d'une manière un petit peu plus générale. Pourquoi y a-t-il des vétérinaires sapeurs-pompiers? C'est quelque chose qui est né, enfin, c'est une activité qui est née en fait il y a relativement peu de temps, on va dire, ça fait une grosse trentaine d'années, par l'intermédiaire d'un véto alsacien. Alors c'est assez normal parce qu'en Alsace, il y a une vieille tradition d'être sapeur-pompier, ça remonte aux différentes guerres qui ont vu les Alsaciens devenir régulièrement allemands. Et donc, pour rester français, ils avaient trouvé cette méthode simple pour mettre un uniforme français qui était d'être sapeur-pompier. Donc, ils ont gardé cette tradition. Mais bon, les rôles à la base, c'est d'être conseiller technique pour tout ce qui est vétérinaire auprès d'un état-major. Les pompiers, qu'ils soient civils ou militaires, sont structurés de la même manière, donc d'une manière assez militaire en fait. Donc tout ce qui peut toucher à la santé animale avec le suivi des chiens de recherche, bien sûr, mais également le volet zoonotique. On est en plein dedans actuellement et force est de reconnaître que les médecins de l'homme n'ont pas tendance à s'intéresser au savoir des vétérinaires dans cette situation de crise. Ils ont tort, et on espère qu'un vétérinaire sera bientôt impliqué dans la cellule Covid de l'Élysée, ça ferait du bien, je pense. Et ensuite, il y a tout ce qui est formation, aussi bien dans le domaine cynotechnique que dans le domaine hygiène alimentaire et dans le domaine du risque biologique. Au plan opérationnel, c'est essentiellement le risque biologique, certes, mais que je qualifierais de macrobiologique, c'est-à-dire les animaux dangereux, hein, concrètement. Et un animal blessé ou en difficulté est un animal dangereux, donc c'est une fonction aussi de conseil au commandement sur ce qui est faisable ou pas faisable au sein de cette structure. J'en profite pour vous rappeler un petit peu, si vous ne le savez pas, comment est structuré en fait le monde des sapeurs-pompiers en France, la sécurité civile. On a des corps de sapeurs-pompiers militaires qui sont la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui défend Paris et la petite couronne, le bataillon des marins-pompiers de Marseille qui défend une partie de Marseille, et puis des unités dites d'intervention et d'instruction de la sécurité civile, en l'occurrence la numéro 1 qui est à Nogent-le-Rotrou, la numéro 7 à Brignoles dans le Var et la numéro 5 à Corté en Corse, mais uniquement en situation de feu de forêt, donc uniquement en été en fait. Ces 2 unités de sécurité civile étant celles qui sont ciblées sur les risques technologiques, donc tout ce qui touche au NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, et tout ce qui est feu de forêt et projection sur tremblement de terre. En dehors de ça, on a bien sûr une grosse dominante de sapeurs-pompiers civils, qui sont les services départementaux d'incendie et de secours qu'on a dans tous les départements,
qui sont soit des sapeurs-pompiers volontaires, soit des sapeurs-pompiers fonctionnaires territoriaux, qui dépendent en l'occurrence des conseils départementaux directement. Tout ça étant placé sous tutelle de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, pour en revenir aux fonctions, conseiller technique vétérinaire et conseiller technique cynotechnique, si ce veto est breveté, en l'occurrence, à ce niveau-là, il y a 3 niveaux dans la spécialité cynotechnie. Le niveau 1, Cyn 1, c'est le conducteur cynotechnique, donc concrètement, c'est l'équipe homme-chien qui est breveté. Cyn 2, c'est le chef d'unité, donc c'est quelqu'un qui est susceptible d'abord d'intervenir comme formateur et ensuite de prendre en compte une intervention dès lors qu'il n'y a pas plus de 2 chiens qui sont engagés. Et lorsqu'on a plus de 2 chiens qui sont engagés, c'est directement le Cyn 3, donc le conseiller technique cynotechnique, qui lui va gérer l'ensemble de l'intervention. Donc là-dedans, ça amène à travailler bien sûr sur l'amélioration de la performance des chiens de recherche. On a des chiens pour lesquels on essaye d'augmenter le temps de travail et d'augmenter également le volet prévention, parce qu'en décombre, c'est une activité qui est passablement dangereuse. Ensuite, les conducteurs et les chefs d'unité, ils sont pilotés par le conseiller technique. Enfin bref, fonction de commandement en tant que tel. Puis enfin, il y a le domaine du risque biologique, où là, ça concerne la formation des personnels qui sont dans les groupes d'intervention bio, sur les interventions à caractère biologique, qui peuvent être accidentelles, qui peuvent être de type sanitaire ou qui peuvent être de type bioterroriste. L'expertise sur intervention également dans ce domaine-là et dans tout ce qui est infection alimentaire et puis l'hygiène alimentaire des différents casernements. Voilà. Donc en règle générale, dans tous les départements, il y a une couverture opérationnelle veto 24-24. Les formations, elles sont faites en interne ou en externe, etc. etc. Je passe là-dessus. Et les moyens dont on dispose sont les moyens cynotechniques, donc les équipes cyno, comme on dit, et puis les moyens des équipes risques animaliers. Maintenant, la plupart des départements sont dotés avec des équipes spécifiques pour gérer les problématiques animalières. Et là encore, c'est le veto qui forme et qui pilote. Enfin, il y a les moyens du 3SM, c'est-à-dire le service de santé et de secours médical. Donc tout ce qui est médecin, pharmacie en particulier, puisque le problème de la loi sur la pharmacie vétérinaire font que c'est pas simple pour nous, véto-pompiers, de pouvoir disposer des médicaments dont on a besoin. Alors, à Paris, en fait, tout ce qui est cynotechnique et risque animalier est regroupé, ce sont les mêmes personnels, ils sont 16 avec les vétos, et sur les services départementaux d'incendie et de secours, en règle générale, ce qui concerne les chiens et le risque animalier fait l'objet de 2 équipes séparées. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, pour que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça correspond, on a donc 2 types d'interventions, des interventions à finalité secours à victimes et puis des interventions à finalité préventive. Dans le secours à victimes, on a la recherche de personnes, où là, on a un rôle direct si on est un breveté Cyn 3. Alors, la recherche de personnes, ça peut être des explosions, ça peut être des effondrements. On a aussi un rôle de veto sur place, parce que bien souvent, les chiens se blessent. Ça peut être des personnes égarées, souvent des enfants ou des Alzheimer, la plupart du temps. Recherche de personnes noyées aussi, c'est-à-dire aide à la localisation des noyés. C'est quelque chose qu'on a mis au point. Ça a fait l'objet d'ailleurs de 2 tests veto à l'époque, il y a 7-8 ans au niveau des pompiers de Paris. Et depuis, on n'a vraiment que des succès avec ça. C'est-à-dire que concrètement, les chiens sont capables en fait d'aider les plongeurs à localiser un petit peu l'endroit où se trouvent les personnes. Et donc le rôle de veto, c'est de gérer cette plateforme mobile qu'est le chien, de façon à permettre d'exploiter le système mobile de détection. Ensuite, on a les interventions dans lesquelles on a des blessures par animaux, où on n'a pas encore les blessures, mais on va les avoir. Ça, c'est une intervention que j'avais eu l'occasion de traiter il y a très longtemps, mais je la prends toujours comme exemple, parce qu'il faut toujours prendre comme exemple les erreurs qu'on peut faire dans la vie. Ce chimpanzé s'appelle Victor. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'est la force musculaire d'un chimpanzé, mais celui-là, il faut du monde pour le maîtriser. Il appartenait, ou il appartient toujours à Bambou, qui était la nana de Serge Gainsbourg. Il se baladait comme ça dans les rues de Montreuil. Donc on a voulu le ramener chez lui calmement, gentiment, ce qui était la meilleure option, ce qui est toujours difficile quand il y a du monde, bien évidemment. Et au moment où cette photo est prise, en fait, juste après, il y a une
dame âgée qui a surgi sur le perron de son pavillon, qui s'est mise à hurler quand elle a vu le singe. Donc, qu'a fait le singe? Ben, il a sauté dans le jardin, il est allé prendre à bout de bras cette pauvre dame, et il a commencé à lui fracasser le crâne contre le mur. Voilà, donc le temps qu'on arrive, il y avait effectivement du dégât. Donc c'est là où on se pose des questions a posteriori. Est-ce que j'aurais dû procéder différemment? Est-ce qu'il valait mieux l'endormir? Endormir un primate comme ça, de toute façon, compte tenu du temps qu'il faut pour que l'anesthésie fasse effet, et quand vous avez des centaines de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder, c'est aussi prendre un risque énorme. Donc ça vous montre simplement que c'est pas simple dans le décisionnel et qu'il faut savoir reconnaître ses erreurs. Puis les singes sont en règle générale assez malins, quoi. Voilà. Ça, c'est l'exemple de choses à ne pas faire, mais c'est plutôt humoristique, hein. Je vous laisse apprécier. Voilà, je passe. Bon, alors la téléanesthésie, on est amené à l'utiliser de temps en temps, bien évidemment, soit pour des gros animaux en difficulté, soit lorsqu'on a des sangliers qui se promènent dans des zones pavillonnaires. C'est pas que le sanglier soit excessivement dangereux, mais enfin, ça fait quand même du dégât, surtout s'il y a des enfants. On fait énormément de captures de serpents, on est à plus de 300 par an, dont 20% sont des venimeux graves, donc là aussi, il faut former les personnels. Voilà, on peut capturer des nandous, des émeus, des autruches. Il y a des gens qui élèvent tout et n'importe quoi en région parisienne. Ça, c'est un collègue du Vaucluse qui intervient à la ferme aux crocodiles. Récupérer des animaux saisis par les services des douanes dans les cirques, ça c'est un autre domaine d'activité. Et puis bien évidemment tout ce qui est gestion des gens qui sont blessés ou des fois des choses un petit peu ridicules comme les corneilles qui se mettent à attaquer tout le monde. Alors, à ce moment-là, les pompiers croulent sous les appels. Bref, toxi-infection alimentaire collective. Alors on gère, les vétos-pompiers doivent déjà gérer celles de leur propre centre de secours, mais de temps en temps, on est confronté à de grosses tiacs. C'en était une sur la tour de la Société Générale à La Défense, où il y avait un peu plus de 3000 personnes, hein, qui étaient mal en point après avoir consommé des sushis de thon dont la chaîne du froid avait été cassée. Donc ça veut dire de l'histamine dans les sushis, et à partir de là, des chocs histaminiques avec, vous l'imaginez, des œdèmes de Queen, j'en passe et des meilleurs. Donc là, on est utile parce qu'on a le réflexe, c'est-à-dire si on a une tiaque sur un mariage antillais, par exemple, ce qui est fréquent, c'est généralement du boudin antillais qui est venu par bateau. Et là, on sait que ce sont des tiaques à staphylocoque avec des gens qui ont des vomissements coercitifs. Ça peut tuer, hein. Donc on a ces réflexes, en fait, qui permettent d'orienter les médecins très vite dans les traitements les plus efficaces. Alors ensuite, vous avez tout ce qui est gestion animaux dangereux ou en difficulté. Un animal en difficulté est toujours un animal dangereux. Et là encore, Paris se spécialise dans le n'importe quoi. Maintenant, en province, c'est surtout des problèmes de chevaux ou de bovins, hein, bien évidemment. On a même du kangourou chez nous. Ou du renne, la reine du Père Noël. Voilà. Les chats coincés dans les moteurs. Un classique du genre. Voilà. Et puis il reste les interventions à caractère biologique qui peuvent, je vous l'ai dit, être naturelles, accidentelles ou intentionnelles. Donc là, toutes les choses sont programmées, hein, bien évidemment. Et le veto, il est intégré directement au dispositif pour son expertise. D'ailleurs, c'est en règle générale le seul qui est vraiment compétent dans le domaine des risques biologiques au sein d'un corps de sapeurs-pompiers. On a des engins qui sont dédiés, qui sont prévus pour ça, avec du matériel, parfois du matériel inutile, parfois des engins inutiles comme celui-là, parce que de toute façon, il est tellement lourd et avec une tellement faible garde au sol qu'il ne peut pas passer dans Paris, donc il peut intervenir que sur autoroute. Enfin bref. Donc là-dedans, le veto, lui, son rôle, c'est un petit peu de sortir de l'approche doctrinaire, parce que le biologique s'accorde très mal avec le doctrinaire. Et puis voilà, quoi. Bon, alors après, on a les domaines non interventionnels qui sont la formation, hein, de tout ce qui est hygiène de nos personnels. Ça peut être la gestion des punaises qui envahissent actuellement les grandes villes. La formation des personnels bio. Vous verrez de temps en temps des manœuvres se faire dans l'école, dans certains labos de l'école ou de l'ANSES. Bon, je passe
passe sur tout ça. La formation des personnels cynotechniques à la connaissance de leurs chiens déjà, et puis également tout ce qui est amélioration des compétences, voire adaptation aussi des chaînes de décontamination aux chiens. On a mis ça au point parce qu'on se retrouve parfois confronté à cette problématique, et puis on s'attend aussi à avoir du terrorisme avec ce qu'on appelle des bombes sales, donc des bombes qui sont à la fois des bombes et qui vont balancer des substances radiologiques. Donc les chiens qui seront engagés sur ces décombres seront forcément en difficulté. Et puis le travail aussi sur les chaînes de décontamination bio face à ce risque bioterroriste. Voilà, donc on cherche des solutions pour, imaginons une explosion dans un laboratoire de niveau 3 ou de niveau 3+, ben on se retrouve quand même avec des virus ou des bactéries qui se baladent. La même chose si c'est du terrorisme. Donc il faut essayer de voir ce qu'on peut utiliser, des murs de mousse, des murs liquides, la destruction, pourquoi pas, de façon à juguler le risque de dispersion de l'agent biologique. Voilà. Donc ça impose de faire une veille scientifique dans ce domaine-là. Et on est allé un peu plus loin, puisqu'en 2000, on a créé un diplôme de médecine vétérinaire et de catastrophe, qui est un peu en stand-by maintenant, qu'on vient de relancer en fait en Belgique, parce qu'en France, on avait du mal, là encore, à trouver des crédits. Donc de façon à essayer d'expliquer aux vétos qui veulent s'impliquer, en fait, comment on gère une catastrophe et comment on se prépare aussi à ces catastrophes. Donc il y a des phases dans la réponse à une situation de désastre, quel qu'il soit. Mais la réponse, en fait, elle est d'autant plus efficace qu'on s'est bien préparé et que, par voie de conséquence, on a travaillé à partir de la catastrophe précédente pour préparer cette catastrophe suivante. C'est à l'évidence, en ce moment, une doctrine qui n'a pas vraiment été comprise par nos décideurs gestionnaires de crise à l'échelon national, mais bon, passons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'animal. Et l'animal, en fait, vous avez 5 catégories d'animaux, concrètement, à prendre en compte, qui sont les animaux victimes, les animaux dangereux, les animaux en tant que denrées alimentaires, les animaux sauveteurs, et puis les animaux sentinelles. Si vous avez une contamination radiologique, par exemple, ben, on sait que ce sont les papillons qui vont être l'animal sentinelle, parce que c'est l'animal le plus fragile aux radiations. Donc on a comme ça, pour les différents risques, toute une série d'animaux qui peuvent servir de sentinelles. Si vous avez des cygnes qui meurent de paralysie flasque au bord d'un lac, vous avez des chances quand même pour que ce lac soit contaminé avec du botulisme, par exemple. Donc, tout ça, ça s'apprend. Et l'objectif, c'est un peu de faire en sorte que l'ensemble de la population vétérinaire, à terme, soit susceptible de répondre à ces situations de crise ou à ces situations de catastrophe. Alors les vétos de sécurité civile ou militaire sont des vétos qui sont entraînés à ça. Ceux des administrations ou les vétérinaires praticiens ne le sont pas. Donc un objectif pourrait être effectivement d'entraîner tout le monde de façon à ce qu'on puisse répondre à toutes ces situations. Ce d'autant plus que quand on a, par exemple, un tremblement de terre, on sait pertinemment qu'on a plus de morts en phase 2 avec les répliques de par les gens qui viennent rechercher leurs animaux de compagnie qu'en phase 1, quoi. Donc il y a effectivement du travail à faire dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer ensuite? C'est, vous voyez, par exemple, ça, c'est inondation. Alors, quand on voit les inondations, on ne retrouve pas simplement des cadavres d'animaux dans les arbres. On retrouve aussi des engrais, des pesticides, des choses qui étaient dans les fermes, qui se retrouvent épandus dans les champs. Et lorsqu'on remet les animaux en pâture immédiatement après une inondation, et bien souvent, on a des surprises avec des animaux qui vont y passer simplement parce qu'on a toutes ces substances toxiques qui ont été épandues. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça fait partie de ces choses auxquelles il faut penser. Puis il y a tout le concept des zoonoses dans les deux sens. Vous savez, en ce moment, on est en plein dedans. Donc voilà. Tout ça dans un cadre de gestion de la catastrophe au plan international, qui est encore un cadre parfois assez incohérent entre différentes structures qui appartiennent à la même structure quelque part. Vous avez l'ONU, vous avez l'OMS, enfin tout ça se marche un peu sur les pieds, la FAO. Donc il y a encore du travail à faire. Voilà, bon, je voudrais simplement, je vais couper ces diapos.
et revenir vers vous. Voilà. La question qui peut se poser, c'est en fait comment on en arrive là et comment on se forme à ça et concrètement ce que ça donne en tant que métier ou en tant que volontaire. Euh, alors, si vous voulez devenir vétérinaire sapeur-pompier, la première chose, c'est de vous adresser au vétérinaire chef du département dans lequel vous voulez le faire, lequel va vous dire, bah oui, il y a de la place ou il n'y a pas de la place, bienvenue, pas bienvenue. S'il vous dit bienvenue, après, ça se passe avec le médecin-chef, donc avec le patron du 3SM, service de secours et de santé médicale, qui va faire la proposition à son directeur départemental. Et puis à partir de là, vous entrez dans les tuyaux. Si vous entrez dans les tuyaux, vous subissez avec plaisir, j'espère, des formations qui sont des formations sapeurs-pompiers. La première, bien sûr, c'est tout ce qui est premier secours en équipe, premier secours, etc. Enfin, tous les gestes de secourisme, bien sûr. Ensuite, une culture du monde sapeur-pompier, une culture du commandement. Tout ça s'acquiert dans les écoles départementales des différents corps de sapeurs-pompiers. Et il y a également à suivre une formation de 3 jours de gestion opérationnelle vétérinaire qui se déroule à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à côté d'Aix-en-Provence. Et c'est une formation de 3 jours pendant laquelle on vous explique aussi bien les spécificités de la pharmacie vétérinaire dans le cadre des SDIS, et c'est pas simple. Pour commander les médicaments, c'est même quasi impossible, hein, grâce aux décisions de notre ordre des vétos. Et puis, tout ce qui est téléanesthésie, qu'on n'enseigne pas dans les écoles, tout ce qui est prise en compte et contention d'animaux dans des situations un petit peu difficiles, mise en situation de contrôle d'une cuisine. Enfin bref, pas mal de NRBC aussi, donc de nucléaire, de rad, de chim et de bio dans les situations opérationnelles. Puis il y a un fond de connaissances aussi sur l'incendie. Voilà. Bon, à partir de là, vous avez votre premier grade, qui est le grade de capitaine. Et vous progressez, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Il n'y a pas plus que colonel chez nous. Et puis voilà, quoi. N'espérez pas gagner votre vie avec ça. Vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Chez les pompiers civils, les volontaires sont payés à la vacation. Et je crois que, faut pas dire de bêtises, mais la vacation, elle doit être de 12 € de l'heure actuellement, quelque chose comme ça. Chez les réservistes, ce sont des journées de réserve, qui en fait sont des journées de 24 heures rémunérées comme des journées de 8 heures. Donc il ne faut pas espérer gagner d'argent avec ça. Donc voilà, en gros, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait, mais je ne sais pas la main de qui. Prenez la parole hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pas de questions? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en dehors de tout ça? Non, je pense que je vous ai fait à peu près le tour. C'est peut-être un peu trop rapide, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a de... Ben voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Félicie Domas, vas-y. Alors, à partir de quand est-ce que vous pouvez... Ah oui, les micros sont bloqués, mes excuses. À partir de quand vous pouvez commencer la formation? Alors, je vais vous dire un truc que j'ai proposé depuis des années à la Direction générale de la sécurité civile et qui, pour des raisons que je ne m'explique pas, est refusé, sans doute parce que les médecins ne veulent pas ou ne peuvent pas faire la même chose. Moi, j'ai proposé que la formation, elle commence dans les écoles véto directement, et donc qu'on fasse des modules optionnels qui débouchent en fait sur un examen qui permet d'attribuer le titre d'aspirant vétérinaire sapeur-pompier. Voilà. Ce qui fait qu'à la sortie de l'école, ben, vous avez déjà acquis toute la formation. Et puis vous frappez à la porte et concrètement, ça coûte moins cher aux SDIS. Vous avez déjà une bonne teinture, vous avez déjà fait des stages et c'est bon. Bon, malheureusement, ça, c'est refusé. Donc, la formation en question, elle commence en fait dès que vous êtes vétérinaire. Hein. À partir du moment où vous avez votre diplôme, bah, vous pouvez effectivement postuler. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Il faudrait que j'arrive à me les afficher. Tac, tac. Afficher le chat. C'est où ça? Quelle horreur. Je suis vraiment très nul avec ces outils-là, moi. Donc, peut-être là, voilà. OK. Donc, la formation, vous pouvez la commencer dès que vous avez fini ici.
Ensuite, qu'est-ce que vous trouvez le plus gratifiant en tant que veto sapeur-pompier par rapport à un veto classique ne prodiguant que des soins? Bah, ce que je trouve de plus gratifiant en ce qui me concerne, et je pense qu'on est tous pareils, c'est que là, on sert la société quelque part. C'est excessivement gratifiant quand vous avez un groupe de cynos que vous avez formés, avec qui vous travaillez, dont les chiens trouvent un enfant enseveli vivant ou une personne ensevelie vivante. Je veux dire, enfin, moi, j'ai eu l'occasion de vivre dans les 30 ans de sapeur-pompier, de voir des chiens sauver allez, une trentaine de vies humaines. Et franchement, on n'oublie aucun de ces moments-là, quoi. Bon, après, il y a le fait de se rendre utile pour des animaux qui sont blessés voie publique aussi, voilà, de côtoyer, de faire autre chose et de le faire je dirais, sans contrepartie aucune, quoi. Il n'y a pas de contrepartie financière, il y a juste la satisfaction d'un boulot bien fait. Des fois on rate, il faut le reconnaître. Et puis on a rarement, par contre, la gratification des personnes qui ont été soit sauvées, soit aidées. Il ne faut pas se leurrer, les gens ne savent plus dire merci maintenant, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Qu'est-ce On qu'il a y a? Il y a une autre question de Louisiane. Faut-il obligatoirement être dans le corps des pompiers avant la formation? Non, il faut pas. Absolument pas. C'est bien si vous êtes déjà sapeur-pompier volontaire, parce que vous avez cette culture et donc c'est un plus, indéniablement. Mais c'est absolument pas obligatoire. La plupart des vétos-pompiers qui œuvrent aujourd'hui sont des gens qui ont commencé ça une fois qu'ils ont été en clientèle ou qu'ils ont été bien installés, je dirais, professionnellement. Donc non, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a une question d'Amélie. Les pompiers vétérinaires travaillent en parallèle ou avec les gardes champêtres? Alors, les gardes champêtres, c'est des employés municipaux et donc les pompiers vétérinaires, non, ils travaillent. Alors, ils peuvent être amenés à travailler en collaboration avec des gardes champêtres, mais en règle générale, non. C'est-à-dire que les, les- les gens avec lesquels on collabore le plus, concrètement, c'est police et gendarmerie, ça c'est clair. Parfois avec les services techniques municipaux, oui, c'est vrai. Donc, dans les petites municipalités, ça va être des gardes champêtres, mais enfin, c'est quand même pas la situation la plus fréquente. Après, je vois. Ouais, vas-y, Il y vas-y. a une question de Marion. Peut-on faire des stages auprès de vétérinaires sapeurs-pompiers? Ouais, on peut faire des stages auprès de véto-pompiers. Moi, j'ai pris pas mal d'étudiants en stage au fil des années chez les pompiers de Paris. Bon, maintenant, je m'en retire, donc je pourrais plus tellement vous aider. Par contre, tout dépend de l'accueil qui est décidé à réserver le veto-pompier concerné. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, quoi. Voilà. Euh, mais oui, c'est possible, bien sûr, bien sûr. Alors, je vois après, est-ce qu'on peut être à la fois vétérinaire pompier volontaire et vétérinaire en clinique vétérinaire? Oui, la plupart des 325 que j'évoque sont des gens qui sont en clientèle. C'est pas forcément simple. C'est pour ça vaut mieux avoir plusieurs vétos-pompiers dans un même département, bien sûr, parce que celui qui est d'astreinte ou de garde, ben, s'il a sa clientèle à gérer, des fois, il peut pas bouger, donc il fait appel aux copains. Mais en tout état de cause, il est à disposition 24/24 par téléphone. Et il y a quand même, quand on a des personnels bien formés, il y a quand même pas mal d'interventions qu'on peut gérer par téléphone. Euh, Après, en clientèle, bah, ceux que je connais, ils n'hésitent pas forcément à lâcher leur clientèle l'espace d'une intervention, mais après, il faut se structurer professionnellement pour que quelqu'un puisse prendre le relais dans la clinique veto. Mais oui, la plupart sont des gens qui sont en clientèle. Ouais. Alors, étant déjà sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du statut de vétérinaire sapeur-pompier n'est pas automatique au sein du SDIS où on exerce. Non, elle n'est pas automatique. Comme je l'évoquais, le fait d'être déjà vétérinaire sapeur-pompier volontaire, c'est un plus, mais il faut néanmoins passer par euh, le patron du service de santé et de secours médical, donc par le médecin-chef, et puis que le directeur départemental demande au préfet un arrêté de nomination spécifique sur l'activité de vétérinaire sapeur-pompier, parce que c'est un passage à un stade officier à trois barrettes, quoi. Donc, et un changement de corps, quelque part, puisque les missions du 3SM ne sont pas les mêmes que les missions des services d'incendie.
Alors ensuite, je vois plus bien. Y a-t-il tant d'interventions que ça dans la vie de tous les jours pour un vétérinaire sapeur-pompier? Non. Je dirais que la moyenne, vous l'avez vu, on était à 3000 interventions par an, sachant que nous, sur Paris, rien qu'à nous tout seuls, on en traite à peu près 5 à 600, quoi, donc sur l'année. Euh, donc en province, je pense que les moyennes se trouvent aux environs de 50 interventions par an par véto de garde, parfois moins. Donc c'est excessivement variable, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, il y a de programmer des formations, des participations à des jurys, des choses comme ça. Mais ça, c'est programmé. Ensuite, on a une question de Anna qui demande comment peut-on avoir le contact de vétérinaires sapeurs-pompiers pour des demandes de stage, par exemple. Alors, le mieux, c'est de contacter l'Association nationale des vétérinaires sapeurs-pompiers. J'en ai été un des créateurs et le président jusqu'à l'année dernière. Le président actuel s'appelle Nicolas Dirne. Il est lieutenant-colonel vétérinaire sapeur-pompier dans le département de l'Oise. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent faire des stages chez des vétos-pompiers, bah, vous me faites signe et je vous donne les coordonnées de Nicolas pour qu'il vous oriente en fait sur le bon veto au niveau du département dans lequel vous souhaitez faire ce stage. Qu'est-ce qu'il y a après comme On a Anna qui redemande aussi s'il faut obligatoirement être pompier ou étudiant vétérinaire pour faire un stage du coup auprès d'un vétérinaire sapeur-pompier. Bah, il faut être étudiant vétérinaire, oui. Enfin, du moins, après, n'importe qui peut prendre n'importe qui en stage, hein, ça, c'est pas un problème. Sauf que pour faire un stage, le fait d'avoir une convention bien officielle au niveau assurance, c'est quand même une chose qui sera exigée parce que ça sort de l'ordinaire et pour peu qu'il y ait une ou deux interventions qui soient un petit peu risquées, euh, s'il n'y a pas de convention de stage, vous n'êtes pas couvert. Donc, c'est pas une bonne chose. Donc, les gens qui ne sont pas étudiants veto, ben, il faut qu'ils appartiennent à une structure qui va les couvrir au niveau du stage. Donc là, je vois plus de questions concernant la présentation sur les... Ah, s'il y en a une qui vient d'arriver. Pour un étudiant en licence biologie, est-ce que ce serait possible un stage chez les vétérinaires pompiers? Oui, j'en ai vu. J'en ai vu, y compris chez les pompiers de Paris, des gens qui étaient en licence ou en master de biologie. Alors souvent, c'est des masters 2 qui font des mémoires qui intéressent l'institution, hein, c'est clair, mais en même temps, je pense que les corps de sapeurs-pompiers cherchent aussi à recruter des gens qui ont un background scientifique dans différents domaines, qui peuvent être la physique, la chimie ou le bio. Donc, ça ne me semble pas impossible du tout, vraiment. Je vois plus de conférences particulièrement sur la présentation des vétérinaires pompiers, donc je pense que nous allons pouvoir passer à la présentation de Roxane Fauveau sur le vétérinaire dans les urgences. Ok. Eh ben, Merci beaucoup pour votre intervention. non, il n'y a pas de quoi. Bonne continuation. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de mettre mon PowerPoint. J'avoue que je galère un peu. Voilà, Maud, est-ce que tu peux me dire si on voit mon écran ou pas? Pour l'instant, on ne le voit pas encore, non? Alors, attendez, je recommence.
Donc en attendant, pour tous ceux qui avaient demandé le mail du professeur qui a parlé juste avant, il l'a mis dans la conversation. Là, on voit ton diaporama. Super. Alors, donc moi, je vais vous parler des urgences en médecine vétérinaire. Donc, déjà, vu qu'on ne se voit pas en vrai, ça c'est moi. Je suis une 5e année à Alfort en cursus mixte équine-bovine, c'est-à-dire que cette année, je ne travaille qu'avec des chevaux et des vaches à l'école. Je suis également vétérinaire urgentiste à Veto 34, c'est une clinique au Perreux-sur-Marne dans le 94. Là, j'assure les urgences la nuit et les dimanches et jours fériés. On est une douzaine d'étudiants à travailler là et donc on fait des rotations pour quand même avoir l'équivalent de 3 nuits de garde par mois. Je suis également vétérinaire à Epiveto, donc c'est une clinique à la Chaussée d'Evry. Je l'ai mal écrit sur le diapo dans le 28. Et là, c'est vétérinaire de jour avec des chiens, des chats et des nacs. Alors, donc, déjà, il faut parler de la notion de continuité de soins. C'est-à-dire que tous les animaux, que ce soit chiens, chats, vaches, moutons, chèvres et compagnie, peuvent tomber malades entre les horaires d'ouverture. Et il faut donc assurer la continuité des soins, c'est-à-dire que chaque vétérinaire doit proposer une solution au propriétaire pour pas que le propriétaire se retrouve démuni avec son animal malade. Donc soit le vétérinaire assure ses gardes, donc dans ce cas-là, le propriétaire peut venir en dehors des horaires d'ouverture, soit le vétérinaire s'est organisé avec d'autres cliniques, donc là, dans ce cas-là, c'est la rotation entre plusieurs cliniques pour que, disons qu'un assemblage de 4 ou 5 cliniques tourne pour les gardes, chacun s'occupant de la clientèle des autres quand ils sont de garde. Il y a aussi la création de cliniques vétérinaires spécialisées dans les urgences, donc celles-là sont ouvertes que les jours fériés et les nuits pour s'occuper que des animaux malades en urgence, ils ne font pas du tout de consultation de jour. Il y a aussi des vétérinaires à domicile qui s'occupent des urgences. En région parisienne, par exemple, il y a Veto Adom, donc là qui s'occupe des urgences à domicile. Et il y a certains vétérinaires qui emploient des étudiants possédant la carte d'assistant. C'est quoi cette carte? En fait, c'est à la fin de notre 4e année, on valide notre diplôme d'études fondamentales vétérinaires, ce qui nous donne le titre d'assistant vétérinaire. On peut travailler sous certaines conditions. Ça s'appelait aussi la carte verte il y a quelques années. On peut travailler sous certaines conditions, c'est-à-dire que notre patron doit être quand même joignable et il peut pouvoir se déplacer rapidement en cas de problème. On doit aussi normalement s'occuper que de la clientèle de la clinique, donc c'est-à-dire des animaux qui sont suivis habituellement à la clinique et pas d'autres personnes. C'est quand même assez cadré. On est déclaré à l'ordre, voilà, c'est quand même assez encadré. Mais c'est un moyen assez simple d'avoir suffisamment de personnes pour faire tourner les urgences parce que forcément, quand les vétérinaires de jour travaillent tous les jours, c'est compliqué qu'il y ait quelqu'un toutes les nuits aussi. Il faut se réserver du temps pour le repos et la vie de famille. Ça, c'était la notion de continuité de soins. Alors, il faut aussi parler de la notion d'urgence, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une urgence? La définition, c'est une situation clinique dans laquelle le pronostic vital est engagé à terme, nécessitant la mise en place rapide d'une réanimation permettant de soutenir des fonctions défaillantes. Ça, c'est la définition d'urgence. Or, en urgence, quand je reçois des animaux en urgence, il y a assez peu de vraies urgences. Il y a surtout des propriétaires qui ont trop attendu ou qui sont paniqués pour un bobo quelconque qui ne met pas du tout en jeu le pronostic vital de l'animal. Il y a aussi des gens qui peuvent pas consulter en journée parce qu'ils travaillent, ils ont leur vie de famille et donc qui préfèrent consulter le soir. Voilà, donc il faut bien discriminer ce que c'est qu'une vraie urgence que une consultation qui aurait pu être faite de jour, mais là, ça se fait la nuit parce que les propriétaires pouvaient pas venir avant. Il faut aussi mettre en place le triage, c'est-à-dire quel cas est plus important que les autres. Ça, c'est un choix qu'on va devoir faire à chaque moment quand on est vétérinaire urgentiste, c'est qui passe en premier. La définition du triage, c'est une activité qui consiste à établir un ordre de priorité dans la prise en charge. Il peut avoir lieu dans la salle d'attente ou directement au téléphone. On s'occupe de celui qui a le plus de risque de mourir vite. C'est-à-dire, un exemple, un animal qui n'arrive plus à respirer, par exemple un chien qui a mangé sa balle de tennis, qui est coincé dans la trachée, il n'arrive plus à respirer, versus un chat qui s'est fait une plaie à la patte, il va falloir que je m'occupe du chien qui a avalé la balle de tennis bien plus vite que le chat, parce que lui, il risque de mourir beaucoup plus rapidement. Ça, c'est une activité donc qu'on fait à chaque fois.
Et il faut quand même faire face à la compréhension, la colère, voire le désespoir des gens. Parce que pour eux, leur animal est plus important que tous les autres. Ils s'en fichent vraiment complètement que l'autre animal soit dans un cas plus grave, par exemple. Il faut vraiment faire face à ça parce que les gens les propriétaires peuvent être en colère parce qu'on s'occupe pas assez vite de leur animal alors qu'on est déjà sur un cas bien plus grave que le leur. Ils peuvent aussi être désespérés, pleurer, crier. Enfin, c'est beaucoup de psychologie pour pouvoir leur expliquer qu'il y a des choses plus graves que leur animal et donc qu'il va falloir attendre. Et souvent, la nuit, bah, on est tout seul pardon, hop, je reviens là. On est tout seul et donc il y a des gens qui patientent et il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Donc voilà, c'est une partie vraiment très psychologique de notre métier et il faut l'avoir en tête. On s'occupe pas que des animaux, il y a aussi des propriétaires derrière qui ont des demandes, qui ont des sentiments et il faut pouvoir gérer ça en même temps que l'animal. Donc ça, c'est une partie un peu compliquée, mais je vous assure, on y arrive. Donc après avoir fait mon triage, c'est-à-dire déterminer quel animal est plus important, alors pas plus important, mais dans un état plus critique qu'un autre, il y a l'étape de l'admission. C'est-à-dire que je vais examiner l'animal, je vais faire un examen clinique, suivant un principe très simple qui est A, B, C, D, E, E. Donc A pour airway, c'est-à-dire les voies respiratoires, B pour breathing, c'est-à-dire la respiration, C pour circulation, donc tout ce qui est circulation sanguine et cœur, D pour neurological disabilities, donc des problèmes d'ordre neurologique comme de l'épilepsie. Ensuite, il y a E comme emunctory function, donc c'est tout ce qui est vomissement, diarrhée, urine, voilà, tout ce qui sort. Et le dernier E comme external examination, c'est-à-dire l'examination externe, est-ce qu'il y a des plaies, des fractures, des hémorragies, enfin du sang qui sort d'une plaie, etc. Ou une infection de peau, par exemple. Donc là aussi, ça me permet de faire mon triage. C'est-à-dire que airway, les voies respiratoires, bah, c'est beaucoup plus important que la plaie sur la patte. Il va falloir que je suive ce principe à chaque fois. C'est-à-dire que si je me concentre sur une plaie à la patte de mon chien qui a eu un accident de la route, par exemple, mais que je vois pas qu'il a du mal à respirer, bah, il va mourir, en fait. J'aurais fait une erreur parce que j'aurais d'abord soigné la plaie avant de lui apporter l'oxygène nécessaire à sa survie. C'est hyper important de faire un choix, même dans l'animal, de qu'est-ce qui va être notre priorité. Donc je vais lister les anomalies et je vais les traiter plus ou moins rapidement, dépendant de A, B, C, D, E, E, quoi. Il y a ensuite ce qu'on appelle le minimal database, c'est-à-dire c'est des examens complémentaires à visée symptomatique. C'est-à-dire que par exemple j'ai un chien qui a du mal à respirer, mais je ne comprends pas pourquoi. Je vais lui faire une échographie des voies des poumons pour voir si par exemple il a un épanchement. Je vais lui prendre sa température pour voir s'il n'est pas en train de faire un coup de chaleur. Tout ça, c'est des examens qui correspondent aux anomalies que j'ai repérées. Donc ça aussi, je le fais en routine à chaque fois que j'ai un cas. Je fais d'abord mon examen clinique, puis après, je décide des examens complémentaires que je vais mettre en place. Il y a la notion de diagnostic syndromique versus étiogénique. Moi, en urgence, je vais surtout m'occuper du diagnostic syndromique. C'est par exemple un chien qui a une gastro-entérite. Il a la diarrhée, il vomit. Ben, moi, je m'en fiche un peu, entre guillemets, de savoir si c'est la cause d'un virus, si c'est un truc qu'il a mangé dehors et qui passe pas, si c'est une intolérance alimentaire, si c'est une bactérie, si c'est un corps étranger. Moi, je vais traiter déjà la gastro-entérite. Je vais mettre en place des moyens pour contrer la déshydratation, la nausée, la douleur. La diagnostic étiogénique, donc la cause de cette gastro-entérique, ça va plutôt être l'équipe de jour qui vont s'en occuper pour savoir comment traiter le chien efficacement pour qu'il n'ait plus cette gastro-entérite. Moi, je vais le stabiliser et gérer déjà la nausée, la douleur, la déshydratation. Donc je ne me lance pas forcément dans des examens très poussés d'un point de vue étiologique pour déterminer la cause de la gastro-entérite le soir même. J'ai souvent autre chose à faire. Donc, j'ai eu mon animal, je l'ai examiné, j'ai mis en place j'ai fait des examens complémentaires à visée symptomatique. Je vais maintenant le réanimer.
cette réanimation, je vais la faire dans l'ordre, donc ORDRE. C'est-à-dire, d'abord, oxygène, puis réanimation liquidienne, drogue, donc dans le sens médicament, puis résolution de la cause initiale des détresses, et à la fin, je l'évalue, et on voit selon l'évolution ce qui se passe. C'est-à-dire que, encore une fois, prenons l'exemple d'un chat qui est tombé par la fenêtre. Il a probablement des fractures au niveau des pattes. Mais ça, je m'en fiche au début. Moi, je veux d'abord qu'il respire bien, je vais lui apporter de l'oxygène. Il est certainement en état de choc, je vais lui faire un bolus de liquide, donc avec une voie veineuse, un cathéter, pour qu'il n'ait pas une défaillance au niveau circulatoire. Je vais aussi gérer la douleur parce que, qu'il ait des fractures ou pas, il est tombé par la fenêtre, donc il a mal. Donc, je vais utiliser des morphiniques pour qu'il ait moins mal. Et là, ensuite, une fois qu'il est stabilisé, qu'il respire bien, qu'il a plus mal, qu'il a sa voie veineuse, que je lui ai donné les médicaments qu'il fallait, là, je vais peut-être faire des radios, voir s'il a des pattes cassées et mettre en place un plâtre en attendant le lendemain, peut-être qu'il aura une chirurgie. Mais il faut bien faire ça dans l'ordre pour éviter de passer à côté d'une défaillance qui va le tuer plus tôt que juste une patte cassée. Une patte cassée, ça ne tuera pas un animal tout de suite maintenant. C'est le manque d'oxygène, c'est une hémorragie qui va le tuer plus rapidement. Donc il faut bien faire ça dans l'ordre pour rien oublier. Les urgences, c'est très bien organisé dans le sens où c'est toujours la même démarche, en fait. Si on suit bien notre examen clinique ABCD, EE et une réanimation dans l'ordre, ben, je vais pouvoir soigner mes animaux, pas quasiment tous pareils, mais en suivant la même démarche. Donc en conclusion, les urgences, c'est une énorme partie de notre métier et ça en permanence. C'est-à-dire que même si on ne travaille pas dans une clinique vétérinaire d'urgence la nuit, ben on aura quand même des cas la journée, des gens qui vont appeler parce que là, ça ne va pas tout de suite et qui ne peuvent pas prendre rendez-vous dans quelques heures ou le lendemain. C'est vraiment une énorme partie de notre métier. Et ça, que ce soit si on travaille avec des chiens, des chats, des vaches, des chevaux ou tout autre animal. Et il faut pouvoir faire face à la compréhension des propriétaires. Non, votre animal qui a un abcès sur le dos, je ne vais pas vous prendre tout de suite en consultation parce que j'ai actuellement un animal qui a du mal à respirer dont il faut que je m'en occupe. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer au propriétaire et il faut pouvoir répondre à ces questions parce qu'il est dans l'incompréhension. Pourquoi on ne s'occupe pas de mon animal tout de suite alors que son animal est beaucoup plus important que tous les animaux des autres à ses yeux. Et il faut toujours pouvoir faire des choix pour sauver et traiter au mieux les animaux. Et ça sera toute votre vie. C'est-à-dire que la nuit, j'ai pas forcément mes amis qui sont réveillés pour leur demander « Et vous, qu'est-ce que vous ferez dans ce cas-là ?» etc. Je dois faire des choix. Et il faut essayer de les faire les mieux possibles. Et ces choix, c'est aussi au niveau du triage, au niveau de l'admission, au niveau de la réanimation. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, vous avez beaucoup d'appels lorsque vous êtes en garde le soir. Bah, ça dépend des cliniques, ça dépend de la taille des clientèles. Là où je travaille à Veto 34, généralement le soir, j'ai 3 ou 4 consultations, peu la nuit. Mais il y a certains jours, comme la nuit entre le samedi soir et le dimanche, il y a souvent beaucoup plus de monde parce que les vétérinaires sont fermés le dimanche, les gens paniquent parce que le lendemain c'est fermé, etc. Il m'est arrivé d'avoir 8 ou 10 consultations en quelques heures. Donc ça, c'est beaucoup. Ce n'est pas trop compliqué à gérer comme le stress, la fatigue à long terme. Bah, c'est difficile à gérer, oui, au niveau du stress, surtout quand on commence parce qu'on a toujours peur de mal faire. Même si souvent on fait très bien, on fait vraiment de notre mieux. La fatigue aussi, c'est à prendre en compte. Je sais que les nuits de garde, je vais pas forcément dormir beaucoup parce que je suis un peu sur le qui-vive. Je sais que le téléphone peut sonner et je me repose le lendemain. Mais c'est important de savoir comment on gère notre emploi du temps et comment on réagit face au manque de sommeil. Personnellement, je sais que je réagis très mal au manque de sommeil. Vraiment, une nuit où je dors 3-4 heures, je vais mal le vivre, quoi. J'ai vraiment besoin de dormir, mais c'est pas grave, au moins je le sais. Le lendemain, je me réserve du temps pour faire une sieste, pour me reposer, pas des trucs trop prenants. Et s'il faut que j'enchaîne une nuit avec une journée de boulot, j'arrive à le faire, mais je sais que le soir, je me couche à 21h, quoi. Il faut pouvoir gérer selon nous comment on gère le stress et le manque de sommeil.
Est-ce que j'ai déjà dû à choisir entre 2 cas similaires? Pour l'instant, non. J'ai jamais eu 2 chats en même temps qui étaient tombés par la fenêtre. Le jour où ça arrive, il va falloir que je... il va falloir que j'arrive à gérer les 2 en même temps, et c'est ça qui est bien dans la clinique où je travaille, c'est que j'ai 2 machines à oxygène, donc je peux les mettre à oxygène tous les 2 en même temps. Les cathéters, ça se pose assez rapidement, donc je pourrais, je pense, les stabiliser assez rapidement avant de voir lequel est en meilleur état que l'autre et nécessite des soins plus rapidement que l'autre. Mais c'est difficile, ouais. Je suis d'accord. Il y a des choses, il y a des choix qui sont difficiles à faire. Je suis tout à fait d'accord. Alors, si une personne ne peut pas payer, mais que son animal a une obstruction des voies respiratoires, comment est-ce géré? Y a-t-il des aides mises en place? Alors, ça, c'est toujours très compliqué, parce que l'argent, c'est toujours très, très, très compliqué pour nous, vétérinaires. Il y a beaucoup de propriétaires qui pensent qu'on travaille par amour des animaux, et quand j'ai quelqu'un au téléphone qui veut venir, je leur dis toujours le prix de la consultation, disant que ça ne comprend pas les examens complémentaires et une possible hospitalisation. Parce que c'est pas gratuit, et ça coûte cher, les urgences. Ça coûte cher. Mais les gens sont pas forcément au courant que ça coûte tant de sous parce que en France, la sécurité sociale et les mutuelles prennent en charge beaucoup de choses et on peut venir en urgence sans débourser un seul centime. Donc ils comprennent pas pourquoi les animaux ça coûte si cher alors que les soins en humaine coûtent extrêmement cher, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Donc, s'il peut pas payer, disons qu'il y a toujours des moyens qu'on arrive à mettre en place, un paiement en plusieurs fois, un chèque de caution, des paiements différés. Ça dépend des cliniques. Il faut se renseigner d'abord là où on travaille pour savoir comment on s'organise si quelqu'un ne peut pas payer sur le moment. Si quelqu'un arrive et n'a pas ses sous, enfin il est parti en urgence, il a oublié son sac, ça arrive, hein, ça arrive. Je fais signer des reconnaissances de dette et je prends la carte d'identité pour faire une photocopie. Et dans un autre cas, par exemple, c'est si quelqu'un m'apporte un animal dont il n'est pas le propriétaire. Exemple, quelqu'un qui a trouvé sur la route un chat qui s'est fait taper par une voiture. Là, je suis dans l'obligation de faire les premiers soins, c'est-à-dire le mettre sous oxygène, poser une voie veineuse et lui injecter des fluides et gérer la douleur. C'est mon obligation et je dirais même que c'est éthique. Moi, j'ai fait vétérinaire parce que j'aime les animaux et que je ne veux pas les laisser souffrir. Donc même si cet animal est à personne, ou alors il est à quelqu'un qui n'est pas au courant que son chat s'est fait écraser, je vais d'abord faire ça. Et après, je vais voir s'il a une puce électronique, cet animal, pour essayer de contacter les propriétaires. Et s'il n'en a pas, il y a toujours des associations qui sont prêtes à aider à prendre en charge. Et il y a beaucoup de cliniques vétérinaires qui soignent des animaux et qui essayent de les replacer. Ça dépend vraiment des cliniques. Là aussi, il faut s'adapter à l'éthique de la clinique. Et si c'est vous, le patron, parce que vous avez votre propre clinique, il faut savoir faire selon son éthique. Et concernant les aides mises en place, il y a aussi des associations qui aident les gens en difficulté. Donc, il faut présenter des relevés de comptes, des impôts, etc. Mais il y a toujours des trucs à faire. Je pense qu'actuellement, c'est quand même dommage de laisser mourir un animal parce qu'on n'a pas d'argent. Il y a quand même des choses qui sont possibles. Alors, autre question, administrer des médicaments avant d'avoir réalisé des analyses un peu plus poussées n'est pas contre-productif parfois. Ça ne risque pas d'aggraver la pathologie dans certains cas. Donc, quand j'utilise un médicament, j'ai toujours en tête les effets secondaires. Par exemple, un antivomitif, il y en a certaines molécules comme la méthoclopramide qui a aussi un effet prokinétique, c'est-à-dire que ça va ça va activer la motilité des intestins. Si j'ai un risque de corps étranger, par exemple un chien qui vomit, c'est un labrador de 3 mois qui a l'habitude de manger n'importe quoi et qui a défoncé la poubelle à midi, qui risque d'avoir mangé du plastique, je ne vais pas utiliser cette molécule parce qu'il y a un gros risque de corps étranger. Et un corps étranger dans l'estomac, c'est quand même beaucoup plus facile à les récupérer qu'un corps étranger dans les intestins. Donc je ne vais pas utiliser cette molécule. J'en ai d'autres qui sont plus sûrs d'utilisation en antivomitif, par exemple le maropitant. Et ça, je sais que ça n'a pas d'effet prokinétique. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser celui-là. Disons que utiliser des antidouleurs, c'est vraiment obligatoire. Enfin, il faut vraiment prendre en compte la douleur des animaux. Et il y en a certains qui ont des effets secondaires, mais il faut aussi utiliser la balance bénéfice-risque. Si j'utilise pas de morphinique, par exemple, pour contrer la douleur, oui, j'aurai pas les effets secondaires de la morphine, par exemple, qui est les vomissements ou un état d'hypovigilance. Mais en même temps, si je traite pas la douleur, mon animal, il va peut-être mourir tellement il a mal. Donc,
bénéfice-risque. Il faut toujours utiliser cette balance. Alors, je vois pas d'autres questions. Alors, comment gérez-vous des propriétaires trop virulents quand ils ne comprennent pas que vous avez des cas plus graves? Bah, s'ils s'énervent, moi je les mets dehors, en fait. J'ai autre chose à faire que m'énerver avec les gens. Je reste assez stoïque et je leur dis, bah écoutez, si vous vous énervez, vous voulez pas comprendre, vous voulez pas m'écouter, bah vous allez dehors et vous allez trouver un autre vétérinaire. Parce que là, moi, je peux pas gérer votre colère, j'ai autre chose à faire. Y en a qui sont trop virulents parce qu'ils veulent pas payer. Ben là aussi, je leur dis, bah moi, écoutez, je suis salarié, on fait comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous vous plaignez à mon patron demain. Mais moi, c'est pas ma faute si ça a ce prix-là, en fait. C'est votre animal, il avait besoin de soins. C'est pas ma faute si ça coûte trop cher. Vous verrez ça avec mon patron demain. Et je sais que mon patron, il a l'habitude de ces gens-là. Il va réussir à les convaincre ou mettre en place un paiement en plusieurs fois pour que les gens aient moins de mal à payer, par exemple. Et surtout, il ne faut pas rentrer dans la colère parce que ça sert à rien. Ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'énergie. Si les gens ils sont en colère, on les met dehors et on se concentre sur ce qui est sur le plus important, c'est-à-dire les animaux à traiter. Est-ce qu'on peut spécialiser en vétérinaire urgentiste ou ça se fait plutôt au sein d'une clinique? Oui, on peut spécialiser en vétérinaire urgentiste. On peut travailler dans les écoles vétérinaires, juste vétérinaire urgentiste. Il y a des cliniques spécialisées dans les urgences. On peut faire le choix aussi de travailler que la nuit, les jours fériés, les dimanches pour faire que des urgences. Oui, on peut être que vétérinaire urgentiste et c'est le choix que certains font. Comment accéder... Oui, pardon, Maud? Il y avait une question plus haut aussi de Johanna qui demandait si c'était difficile de rentrer dans le domaine des urgences pour travailler ou si c'était résident. Ou si c'était seulement les internes et les résidents qui pouvaient faire ça. Bah non, parce que moi je suis en 5e année et j'arrive quand même à bien gérer mes urgences. Donc je pense que ma formation et les 4 premières années ont été largement suffisantes pour pouvoir bien gérer mes cas au quotidien. Et, et par contre, quand on va dans des formations, enfin, quand on travaille par exemple en centre hospitalier vétérinaire, il y a certains patrons qui demandent des formations plus poussées en urgence. Euh, mais ça, c'est le choix de chacun. Mais là, en tout cas, avec ma 5e année, euh, c'est suffisant pour moi. Justement, en parlant de ta 5e année, il y a une question. Comment gérer les urgences dans les 2 cliniques dans lesquelles tu es et en plus les cours de A5? Bah ça peut être un peu compliqué, mais la 5e année, elle se divise en 2 parties avec, pour moi, des stages, des activités à la clinique de l'école, mais également plein de semaines où je peux écrire ma thèse, parce que le but de la 5e année aussi, c'est d'écrire sa thèse pour pouvoir la passer avant, pour moi, décembre 2021. Donc ces semaines de thèse, je les organise comme je veux. Et donc si je veux partir travailler en Normandie à la Chaussée d'Ivry une semaine, je peux. Ça pose problème à personne tant que ma thèse, bah, je la passe avant décembre 2021. Et mes nuits de garde à côté d'Alfort, bah, j'arrive à les mettre à des moments où je sais que le lendemain, j'ai pas trop de boulot ou que je peux commencer à 9h au lieu de 8h, ce qui me laisse le temps de rentrer chez moi, prendre une douche avant de repartir en cours. C'est vous, dépendant de votre facilité à vous adapter, à avoir un petit peu moins de sommeil à certaines périodes, à travailler votre thèse sur d'autres moments. Voilà, il faut s'adapter, mais c'est faisable. On est beaucoup en 5e année à travailler dans d'autres cliniques en plus de notre formation initiale à l'école. Donc même si la formation à l'école, c'est la priorité, il faut pas intercaler des trucs sur les périodes où on est censé être à l'école, ça c'est interdit. Il y en a beaucoup qui arrivent à gérer ça. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'il y a des chirurgiens urgentistes comme en médecine? Et si oui, quelles sont les études nécessaires? Alors, il y a assez peu de chirurgie urgente, c'est-à-dire d'un point de vue urgence vitale. Disons que la césarienne, c'est une chirurgie d'urgence vitale, parce que si on ne fait pas la césarienne à ce moment-là, qu'on attend le lendemain, bah, les chiots ils risquent de mourir, la mère elle risque de mourir. Et parfois on parle d'animaux de haute valeur que les éleveurs sont prêts à vendre plusieurs milliers d'euros. Donc ça c'est une urgence. Les péritonites aussi, c'est-à-dire des infections au niveau de l'abdomen qui se diffusent dans tout l'abdomen, quand c'est septique, c'est-à-dire que c'est dû à des bactéries, ça c'est une urgence. Parce que l'animal risque vraiment de mourir s'il n'a pas son rinçage chirurgical.
Les dilatations, torsions de l'estomac, ça c'est un petit peu controversé. Il y en a qui disent que c'est une urgence chirurgicale. Donc dilatation d'estomac, c'est quand ça arrive chez les chiens de grande race. Et c'est quand leur estomac se dilate avec beaucoup d'air et finit par se retourner parce qu'il a assez peu de points d'accroche. Et là, ils peuvent plus ni vomir, ni rôter. Et ça peut pas circuler dans le reste de l'intestin. Donc leur estomac gonfle, c'est extrêmement douloureux. Ça comprime les veines caves et ça les empêche de respirer. Donc ça, ils peuvent vraiment mourir. Ça, c'est un peu controversé. Est-ce que c'est une urgence chirurgicale ou pas? Parce qu'on arrive quand même à le gérer médicalement avant. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peu d'urgences chirurgicales la nuit ou les week-ends. Et si oui, quelles sont les études nécessaires? Bah écoutez, il y en a toujours qui arrivent à se former sur le terrain et qui arrivent à faire des césariennes, enfin qui sont formés avec d'autres vétérinaires, des formations complémentaires et qui arrivent très bien à faire des césariennes la nuit sans avoir eu une formation poussée en vétérinaire urgentiste. Et sinon, il y a toujours possibilité de faire un internat, puis suivi par un assistanat et un résidanat si on veut vraiment se spécialiser en chirurgie, par exemple. Et dans ce cas-là, on apprendra comment faire les urgences chirurgicales également. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question-là. Et en dessous, je vois, avez-vous déjà fait face à des personnes violentes la nuit? Personnellement, non. Je sais que ça arrivait à certains de mes amis et de mes confrères. Ça peut être vraiment difficile à gérer. Les gens peuvent vraiment être violents, il faut savoir se protéger aussi. Personnellement, j'ai pas peur des gens, mais je sais que je suis une fille et je fais moins de 60 kilos, donc bah, si y a un homme de 90 kilos qui veut me fracasser la tête, bah, il y arrivera certainement parce que bah, je fais pas le poids. Mais non, pour l'instant, c'est jamais arrivé, je croise les doigts, et le fait de mettre les gens dehors quand ils commencent à s'énerver, ben, au moins j'évite l'escalade de la violence et de me mettre en danger. Ensuite, on a une question assez longue avec un exemple. Donc, quand prévenir les particuliers que leurs animaux ne sont pas prioritaires? Cas particulier théorique d'un animal qui arrive en salle de consultation avec pronostic vital engagé, alors que d'autres propriétaires attendent depuis plusieurs heures. Et donc, ces propriétaires-là empêchent de prendre en charge l'animal avec le pronostic vital engagé. Elle demande donc si tu le prends quand même et que tu expliques sur le moment la raison ou plus tard, ou si tu demandes à un collègue de t'en charger et que tu expliques la raison pourquoi tu stabilises cet animal en premier. Ben, alors, donc la nuit, je suis souvent toute seule. Donc, enfin, je suis même tout le temps toute seule. Donc, ça, il faut que j'arrive à le gérer toute seule. Et ma priorité, ce sont les animaux. Et un animal qui arrive avec un pronostic vital engagé, eh ben, je vais m'en occuper. Les autres propriétaires n'ont pas à m'indiquer comment faire mon métier. S'ils attendent depuis plusieurs heures, c'est que leur cas n'était pas si urgent que ça. S'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs. On est en région parisienne, il y a plein d'autres vétérinaires qui assurent les gardes. Il y a l'école vétérinaire d'Alfort à 15 minutes de là où je travaille. Il y a Veto Adom qui assure les urgences à domicile aussi. Donc je suis d'accord, c'est attendre plusieurs heures en salle d'attente, on l'a tous fait quand on est allé nous-mêmes aux urgences humaines. C'est fatigant, c'est stressant, on a mal, on veut que ce soit nous, mais moi ma priorité c'est les animaux et si quelqu'un est là depuis plusieurs heures, bah soit il n'est pas content et rentre chez lui, soit il attend encore. Mais je prends toujours en charge l'animal en premier et parfois ce que je leur explique quand ils comprennent vraiment pas, c'est imaginer. Imaginez c'est votre chien là qui est en train de se vider de son sang. C'est votre chien qui arrive plus à respirer. Est-ce que vous voulez que je fasse passer en premier le chat qui a un abcès sur la patte depuis plusieurs jours? Non, généralement les gens ils disent ah bah non, mon chien serait plus urgent. Bah voilà, exactement. Donc je suis désolée, vous allez encore attendre un petit peu. Et bon, si j'ai un collègue à côté de moi, c'est encore plus simple parce que je le laisse se dépatouiller avec cette situation et moi je m'occupe de l'animal. Mais bon, comme souvent je suis toute seule, il faut que j'assure et la communication et la médecine. À partir de combien d'années d'études peut-on commencer à exercer? Bah là, moi, je suis en 5e année, donc ça fait 4 ans que je suis à l'école vétérinaire. Et comme j'ai obtenu ma carte d'assistant à la fin de l'année dernière, je peux commencer à travailler en tant que vétérinaire assistant. C'est bien organisé, je dois être déclarée à l'ordre. Il faut que mon patron soit joignable et puisse venir rapidement au cas où il y a un problème. Je dois normalement gérer que la clientèle de la clinique, donc les animaux qui sont bien suivis. Donc voilà, combien d'années d'études j'ai? 4. Et combien d'années d'expérience j'ai? Bah 0. J'ai commencé à travailler au mois de juillet, donc ça fait que quelques mois, mais je m'en sors quand même bien.
Pourrait-on avoir vos coordonnées de mail pour avoir plus d'informations sur votre parcours? Écoutez, moi ça me dérange pas, je vais mettre mon mail de l'école dans la barre de questions, comme ça vous pouvez m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Ça me dérange absolument pas. Hop, et voilà, je l'ai envoyé. Est-ce que les employeurs ne sont pas trop rebutés à embaucher des 5e années? Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont contents de nous employer parce qu'ils nous payent moins cher qu'un vétérinaire thésé, déjà. On est payé selon nos années d'expérience et si le fait on a aussi, et si on a eu notre thèse ou pas. Moi, je suis payée en tant que vétérinaire échelon 1, c'est-à-dire assistant en 5e année, non thésé. Donc forcément, je suis moins payée qu'un vétérinaire thésé et il y a certains vétérinaires que ça arrange. Et en plus, les 5e années, enfin nous on est en 5e année, on n'a pas de vie de famille, on n'a pas souvent, enfin la plupart du temps on n'a pas d'enfants, on n'a pas de grosses responsabilités en plus, donc c'est plus facile pour nous de travailler la nuit qu'une vétérinaire qui a 2 enfants en bas âge, quoi. Donc souvent ils sont contents de nous avoir parce que ils peuvent enfin on a plus de disponibilité que d'autres personnes, on leur coûte un petit peu moins cher. Et c'est aussi très valorisant pour certains patrons d'aider des jeunes à démarrer et d'aider des jeunes vétérinaires à prendre leur envol. Il y en a beaucoup, ils trouvent ça hyper gratifiant. Là où je travaille en Normandie, j'assure que des consultations de jour, pas des consultations d'urgence, avec un patron qui est hyper content de m'avoir, qui a, du coup, je peux lui indiquer les dernières nouvelles en tant que médecine des animaux, parce que lui, il a été diplômé il y a quand même 25 ans, donc j'ai des connaissances un petit peu plus actualisées. Il est content de me montrer comment faire cette chirurgie, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là. C'est un vrai moment d'échange et de communication. Moi, j'aime beaucoup et lui est très, très content de m'avoir, moi, même si parfois je fais des erreurs, parfois je pose des questions qui peuvent paraître bêtes, mais c'est pas grave. On débute tous. Faut pas avoir peur de débuter. On commence toujours, quoi. Moi, je prends toujours cet exemple, c'est quand on est en voiture, on a eu notre permis il y a pas longtemps et on se fait klaxonner par des gros connards, excusez-moi l'expression. On se fait klaxonner parce qu'on va pas assez vite ou qu'on est un petit peu hésitant. Ces gens-là, ils n'ont pas eu leur permis dans le ventre de leur mère. Ils ont aussi eu leur permis à un moment ou à un autre. Ils ont oublié que, à un moment aussi, ils ont été hésitants et peut-être pas trop rapides. Mais on passe tous par là. On passe tous par là. Est-ce que ça arrive d'enchaîner des journées de cours et des nuits de garde ou est-ce que vous décidez de votre emploi du temps? Alors oui, ça m'arrive. Personnellement, je le vis assez mal parce que moi, j'aime beaucoup dormir en fait. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de temps pour moi. Et donc oui, c'est moi qui décide de mon emploi du temps, c'est-à-dire qu'on s'organise avec les autres personnes là où je fais des gardes la nuit et on fait notre emploi du temps 1 mois et demi, 2 mois à l'avance et on s'organise pour que ça arrange tout le monde. Mais ça arrive que j'enchaîne des nuits de garde et des journées de cours, même à la clinique. Là, actuellement, je suis à la clinique équine de l'école pour ma formation. Voilà, jeudi soir, j'étais de nuit. J'ai dormi 4 heures parce qu'on a eu un cheval qui est arrivé en colique. Donc ça aussi, c'est une urgence. Et j'ai enchaîné avec la journée. Voilà, hier soir, je me suis couchée à 21 h. Du coup, j'ai dormi 12 heures d'affilée. mais, mais oui, ça m'arrive et j'essaye de décider mon emploi du temps pour que ça m'impacte le moins possible. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? J'en vois pas d'autres dans le chat, donc je pense. Ok, bon super. Donc vous avez mon mail dans le chat si vous voulez m'envoyer d'autres Il y a une questions. question qui vient d'arriver. D'accord. Quel est votre ressenti par rapport à vos études vétérinaires et est-ce que vous pensez faire des urgences vétérinaires toute votre vie? Quel est mon ressenti? C'est la 5e année que je suis en études vétérinaires et j'ai hâte que ça se finisse parce que j'ai fait la prépa avant, je suis à ma 7e année d'études. J'ai envie de partir de l'école, j'ai envie de commencer, de me lancer dans le grand bain, de changer d'air, d'avoir ma maison, ma vie, voilà quoi. Donc j'ai envie de me lancer, mais je suis très contente de mes études. Franchement, je pensais pas que débuter comme ça en fin de 4e année, au mois de juillet, quand j'ai commencé les gardes et à travailler en Normandie, je pensais pas que ça se passerait si bien. On est quand même, je trouve, dans l'ensemble, très bien formés. Il y a plein de choses que j'avais jamais faites et que j'ai réussi à faire seulement avec la théorie et mon sens pratique, quoi. Et est-ce que je pense faire des urgences vétérinaires toute ma vie? Actuellement, non.
Parce que c'est quand même très très prenant et assez stressant dans certains cas. Donc je pense pas faire des urgences toute ma vie. Mais par contre, la continuité des soins, c'est primordial. Donc si moi je fais pas des urgences, il va falloir que je trouve une manière d'assurer la continuité des soins des animaux de ma clinique. Donc peut-être en faisant quelques urgences, mais pas beaucoup. Ou alors organiser un tour de garde avec plusieurs cliniques. De toute façon, il va falloir qu'on s'organise. Les urgences, ça reste partie intégrante de notre métier. Et même en journée, on a des urgences qui arrivent. Et donc là, oui, l'animal en urgence, il est vu plus rapidement que le vaccin du chat à faire, quoi. Donc ça fait quand même partie de notre métier. Donc des urgences de nuit, je suis pas sûre d'en faire toute ma vie. Mais des urgences tout court, ça fera toujours partie de mon métier. Et voilà. Je pense que c'est tout là maintenant.